Bonjour à tous. Pour ce quatrième épisode, nous quittons le vieux continent pour nous rendre dans Shanghai à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Nous y suivrons une longue bataille entre Chinois et Japonais. Shanghai se situe à l'est de la Chine sur le fleuve Yangpu. Depuis le milieu du XIXe siècle, la ville est parsemée de concessions occidentales, comme la France par exemple. À la suite de la première guerre sino-japonaise, à la fin du XIXe, le Japon obtient également le droit de posséder une concession dans la ville. En 1927, le massacre de Shanghai déclenche une guerre civile en Chine opposant nationalistes et communistes. Mais en 1932, Chinois et Japonais s'affrontent de nouveau. Ce conflit fait perdre à la Chine la région de la Mandchourie, que le Japon transforme en l'état fantoche du Manchukuo. Shanghai est déclarée zone neutre, interdisant à la Chine de conserver des troupes dans la région et dans la ville, à l'exception d'une force de maintien de la paix. Cette relation tumultueuse avec son voisin japonais donne un ennemi commun au peuple chinois, permettant un semblant de pause dans la guerre civile. En juillet 1937, l'incident du pont de Marco Polo met le feu aux poudres et la deuxième guerre sino-japonaise est déclarée. Dès le début du conflit, la ville de Shanghai prend une importance stratégique pour l'état-major japonais de par sa position géographique et la présence d'une de leurs garnisons. Le 9 août 1937, un officier japonais pénètre illégalement dans l'aéroport de Hongqiao, violant ainsi le cessez-le-feu de 1932. N'écoutant pas les sommations des sentinelles chinoises, ce dernier est abattu. Suite à ça, le Japon renforce sa présence dans sa concession et somme à la Chine de démanteler sa force de maintien de la paix et ses défenses autour de la ville. Les deux pays se faisant la guerre plus au nord, naturellement la Chine refuse. Le 11 août, les troupes chinoises sont aux portes de Shanghai. Le lendemain, une tentative de négociation avec les deux nations asiatiques et les nations possédant des concessions a lieu. Chacun campe sur ses positions et la Chine souhaite passer à l'action avant l'arrivée des renforts japonais. Le 13 août au matin, les premiers coups de feu sont échangés dans les quartiers de Zabei, Wuzhong et Yangwan. Le centre-ville est attaqué dans l'après-midi par les forces japonaises qui subissent une contre-attaque chinoise à coups de mortier. En fin de journée, l'état-major nippon ordonne à sa flotte stationnée dans les fleuves du Yangtze et du Yangpu d'ouvrir le feu sur les quartiers chinois. Dès le lendemain matin, l'aviation chinoise passe à l'attaque et bombarde les positions japonaises dont le croiseur Izumo. De nombreuses bombes ratent leur cible et font de lourdes pertes chez les civils, notamment dans le quartier international. S'ils ne peuvent compter sur la supériorité numérique de leurs avions, c'est bien la qualité de leur appareil et de leurs pilotes qui va permettre aux Japonais de lutter dans le ciel de Shanghai. Les Chinois lancent aussi des attaques par la terre, et les positions japonaises sont défendues par des bunkers trop fortifiés pour l'armement chinois. L'attaque de ces derniers s'essouffle et l'effet de surprise est perdu. Le 16 août, les forces chinoises changent de stratégie et encerclent les positions nippones. Dans un premier temps, c'est une réussite. Mais les Japonais n'ont pas dit leur dernier mot et déploient des chars, mettant un terme à l'encerclement. À partir du 18 août, l'état-major chinois décide de relancer l'offensive en plusieurs points sur un front de 10 km. Dans la nuit du 22 août, une tentative d'assaut chinois combinant chars et infanterie a lieu. Mais la mauvaise coordination de l'attaque permet aux Japonais de la repousser facilement. La nuit suivante, les forces japonaises débarquent au sud du Yangtze-kiang et au nord-ouest de Wuzhong. Cette nouvelle va forcer la Chine à changer de stratégie. L'armée chinoise va tenter de renforcer ses positions côtières, mais les bombardements aériens et navals japonais, le manque d'armement lourd, le sol difficile à travailler et les problèmes de ravitaillement rendent la tâche difficile. Pourtant, les soldats chinois se battent sans relâche pour tenir les parties côtières et leurs contre-attaques sont souvent couronnées de succès. Le 5 septembre, la ville côtière de Baoshan est encerclée par les troupes japonaises. Le lendemain, la ville tombe malgré le sacrifice de ses défenseurs. Début octobre, c'est au tour de la ville de Liuang de tomber aux mains des soldats japonais, mais leur regard se tourne déjà vers un autre point vital de la défense de Shanghai, Dachang. En effet, si cette ville tombe, les forces chinoises devront abandonner leur position au centre de Shanghai et le long de la rivière Yangpu. Alors que les combats pour Dachang font rage, l'armée chinoise lance une contre-attaque le 17 octobre. Mais la puissance de feu des Japonais est telle qu'ils reprennent le dessus et la ville est prise le 25 octobre. Le lendemain dans la nuit, les forces chinoises commencent à évacuer Shanghai, mais les combats continuent le long du fleuve Wuzhong et dans les entrepôts Xiang. Le 30 octobre, le risque d'encerclement est de plus en plus grand et les débarquements japonais en baie de Suzu le 2 novembre et de Hangzhou le 5 novembre
n'arrange pas les affaires de l'armée chinoise. La retraite commence le 8 novembre en direction de la ville de Kunshan, qui tombe seulement après 2 jours de combat. Le 11 novembre, le maire de Shanghai annonce la chute de la ville, alors que l'armée chinoise se replie vers Nankin, la capitale de la Chine. Shanghai, hormis les concessions internationales, tombe aux mains de l'Empire du Soleil Levant. Malgré la victoire, les Japonais n'ont pas eu la bataille décisive pour mettre fin à la guerre. La dureté des combats et les lourdes pertes montrent aux Japonais que la fin du conflit n'est pas encore acquis. On estime à 18 000 le nombre de tués côté japonais, alors que du côté chinois on en dénombre près de 200 000. Alors que la guerre continue en Chine, notre épisode lui s'arrête ici. Le flambeau est entre vos mains. En espérant que l'épisode vous ait plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube ou sur Facebook et à bientôt.